Pendant des siècles, certaines pratiques spirituelles ont été protégées non pas par des portes physiques, mais par des concepts de risques invisibles. Dans la philosophie taoïste, ce qui concentre une puissance excessive sans circulation adéquate devient dangereux, non pas par malveillance, mais par déséquilibre. Ce principe aide à comprendre pourquoi les traditions anciennes considéraient le corps comme un territoire politique et non comme un espace d'expression personnelle. La question pertinente n'est pas de savoir qui pouvait pratiquer, mais ce qui était en jeu lorsque quelqu'un pratiquait. Là où il y a une énergie intense, il y a un besoin de contention. Là où il y a contention, des critères d'accès apparaissent. C'est sur ce point que de nombreuses lectures modernes échouent, car elles ignorent la logique interne des systèmes anciens. Dans le yoga ancien, le corps n'était pas traité comme un instrument thérapeutique, mais comme un champ d'expérimentation extrême. Les techniques respiratoires, sexuelles et méditatives visaient à modifier profondément l'état psychophysiologique du pratiquant. En termes taoïstes, il s'agissait de manipuler le QI à des niveaux élevés de pression interne. Ce type de pratique ne visait pas le confort, mais une transformation radicale. C'est pourquoi son enseignement était rigoureusement contrôlé. L'exclusion ne répondait pas seulement à des jugements moraux. Elle répondait à une ingénierie symbolique du risque. Beaucoup de ces systèmes se sont développés dans des communautés ascétiques masculines structurées par le renoncement. Renoncer signifiait interrompre la lignée, l'héritage et la reproduction. La présence féminine, dans ce contexte, n'était pas considérée comme un individu concret, mais comme un signe culturel lié à la continuité de la vie. D'un point de vue structurel, cela créait une tension insoluble. Le problème n'était pas la femme, mais ce qu'elle symbolisait dans cet arrangement. Dans les systèmes qui niaient la vie domestique, certains symboles devenaient incompatibles. Cette incompatibilité était considérée comme une menace pour la discipline interne. Les textes anciens décrivent souvent le féminin comme porteur d'une énergie intense et transformatrice. Cette description n'équivaut pas seulement à une infériorisation, mais aussi à une ambivalence. Dans le taoïsme, les forces hautement yin ou hautement yang exigent une gestion raffinée pour ne pas devenir destructrices. Dans les systèmes qui cherchaient à contrôler absolument l'énergie vitale, l'excès était perçu comme un danger. Le féminin, associé à la fertilité et à la sexualité, était considéré comme une puissance difficile à contenir. L'exclusion fonctionnait comme une stratégie de contrôle qui venait de la peur de la force du féminin. Un autre élément décisif était la transmission du savoir. Le yoga ancien dépendait de relations directes entre maître et disciple, avec une cohabitation intense et des hiérarchies rigides. Changer qui pouvait accéder à l'enseignement impliquait de modifier la structure même de l'autorité. Dans les sociétés patriarcales, ce changement menaçait la continuité des lignées spirituelles masculines. Le contrôle du savoir était également un contrôle institutionnel. L'exclusion fonctionnait comme un mécanisme de préservation du pouvoir. L'accent était mis sur la stabilité du système et non sur le mérite individuel. Pourtant, l'histoire fait état de femmes pratiquantes, de maîtresses et de yoginis. Elles apparaissent généralement en dehors des centres officiels, dans des espaces rituels ou marginaux. Là où il n'y avait pas de canonisation rigide, il y avait une présence féminine. Cela indique que le problème n'a jamais été la pratique en soi, mais sa légitimation institutionnelle. La modernité a partiellement inversé cette situation en assainissant le yoga et en réduisant ses risques. La chaîne Solstice a été créée précisément pour examiner ces couches cachées entre la pratique, le pouvoir et le symbolisme. Ce contenu s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre les structures. En reconnaissant les mécanismes historiques, on élargit sa capacité à lire le présent. Si cette approche contribue à votre compréhension, pensez à vous abonner à la chaîne et à soutenir le contenu en aimant la vidéo. Le geste est simple, mais il soutient un espace dédié à l'analyse et à l'étude quotidienne. Dans des manuscrits indiens datant du 8e au 11e siècle, on trouve des descriptions détaillées de pratiques corporelles enseignées uniquement à des heures précises, dans des lieux isolés et sous serment de silence. Ces textes relatent des retraites où le corps était soumis à des jeûnes prolongés, à un contrôle respiratoire sévère et à des techniques de concentration capables d'induire des états modifiés profonds. Le yoga qui y est décrit
ne ressemble pas à la pratique contemporaine connue, mais à un système rigoureux de manipulation de la vitalité. L'accès était limité car les effets étaient considérés comme difficiles à inverser. Il ne s'agissait pas d'un enseignement ouvert, mais d'une initiation progressive. Chaque technique n'était dévoilée qu'après des années de préparation. Cette prudence révèle une préoccupation centrale pour la stabilité psychique et sociale. Dans les communautés ascétiques du nord de l'Inde médiévale, les archives indiquent que l'adhésion à ces groupes exigeait une rupture formelle avec les liens familiaux. Le pratiquant abandonnait son nom, son héritage et ses obligations sociales. Cette rupture n'était pas symbolique, mais juridique et rituelle. La vie quotidienne était réorganisée autour d'une discipline collective et d'une obéissance stricte. Le corps appartenait désormais à l'ordre et non plus à l'individu. Tout élément évoquant des liens familiaux était considéré comme une déviation potentielle. Dans ce contexte, certaines présences prenaient un sens qui dépassait l'individu concret. L'exclusion fonctionnait comme une réponse préventive à cette déviation. Il existe des récits de maîtres qui décrivent le féminin comme une force de transformation intense, associée à la fertilité et à la circulation abondante d'énergie vitale. Cette description apparaît aussi bien dans les textes yogiques que dans les anciens traités taoïstes. La puissance n'était pas niée, mais traitée comme quelque chose qui exigeait un autre type de gestion. Dans les systèmes axés sur le contrôle absolu de l'énergie interne, la gestion de forces considérées comme excessives suscitait l'inquiétude. Le problème n'était pas la présence en soi, mais l'incapacité du système à absorber ce qu'elle symbolisait. La discipline en vigueur ne supportait pas certaines intensités. Le risque était structurel et non moral. Dans le même temps, il existe des traces éparses de femmes pratiquantes agissant en dehors des centres officiels. Elles apparaissent dans des récits marginaux, dans des rituels nocturnes, dans des pratiques transmises en dehors des lignées reconnues. Ces figures n'étaient pas ignorées, mais maintenues en marge de la légitimation formelle. Cela indique que la pratique féminine existait, mais n'était pas intégrée au noyau institutionnel. Le savoir circulait, mais sans le sceau de l'autorité. L'exclusion n'éliminait donc pas la présence, elle ne faisait que la déplacer. Là où il y avait une marge, il y avait de l'espace. Là où il y avait canonisation, il y avait contrôle. La transmission orale renforçait ce contrôle. L'enseignement dépendait d'une cohabitation intense entre le maître et le disciple, souvent dans un isolement prolongé. Changer les participants à cette cohabitation exigeait de modifier les règles, les hiérarchies et les codes de conduite. Dans les sociétés patriarcales, ce changement était considéré comme une menace pour la continuité des lignées spirituelles masculines. Préserver le format signifiait préserver le pouvoir. Le savoir était indissociable de la structure qui le soutenait. L'exclusion était un moyen de maintenir la forme. La logique institutionnelle prévalait sur l'ouverture. Avec l'avancée de la modernité, certaines de ces pratiques ont été reformulées. Les techniques considérées comme dangereuses ont été adoucies ou abandonnées. Le yoga a commencé à être présenté comme une activité éducative et thérapeutique. Ce processus a réduit les risques associés au corps et a rendu la pratique socialement acceptable. L'inclusion des femmes s'est produite dans ce nouveau cadre. Cependant, la méthode avait déjà été profondément transformée. Ce changement a élargi l'accès, mais a modifié le sens original. Comprendre cette trajectoire permet de lire le présent avec plus de précision historique. L'exclusion ancienne n'était pas fondée sur l'incapacité, mais sur des perceptions de risque, de pouvoir et de transmission du savoir. Cette compréhension ne justifie pas les pratiques d'exclusion, mais clarifie leurs mécanismes. La reconnaissance de ces couches élargit la capacité d'analyse critique. Cette vidéo continue d'explorer ces relations entre le corps, la discipline et le symbolisme. La regarder jusqu'à la fin est une invitation à approfondir cette lecture avec rigueur et continuité. Lorsque les sociétés tentent de corriger des exclusions historiques uniquement par une inversion symbolique, elles créent souvent de nouveaux déséquilibres. Remplacer un pôle par un autre, sans revoir la structure qui a généré l'exclusion, maintient le même modèle de fragmentation. L'histoire montre que les solutions basées uniquement sur la compensation génèrent du ressentiment,
une polarisation et une perte de cohérence culturelle. Le problème ne réside pas dans le masculin ou le féminin pris isolément, mais dans la rupture entre des fonctions complémentaires. Les systèmes vivants fonctionnent par intégration et non par substitution. Lorsqu'un principe est supprimé, l'autre devient excessif. La conséquence est toujours une instabilité collective. Dans le domaine du corps et de la subjectivité, cette logique se répète. En niant la dimension symbolique du masculin ou du féminin, les pratiques contemporaines ont tendance à produire des individus déconnectés de leurs propres rythmes internes. La tentative de neutraliser les différences au nom d'une égalité abstraite engendre une confusion identitaire et un appauvrissement psychique. L'intégration ne signifie pas homogénéisation, mais articulation fonctionnelle. Le féminin organise les processus de lien, de perception et de transformation. Le masculin structure la direction, la contention et la concentration. Lorsqu'un de ces principes est réprimé, l'autre s'hypertrophie. Il en résulte une tension continue chez l'individu et dans le tissu social. Une alternative efficace commence par un travail direct sur le système nerveux, où ces schémas s'expriment de manière concrète. Une pratique peu connue, mais largement étudiée, est la cohérence cardio-respiratoire. Il s'agit d'une méthode validée par des recherches en neurosciences et en physiologie autonome. Elle agit sur la régulation de l'axe cœur-cerveau, favorisant l'intégration entre l'émotion et la cognition. Contrairement aux techniques purement mentales, cette pratique implique le corps comme médiateur de l'expérience. L'objectif n'est pas la relaxation passive, mais la réorganisation fonctionnelle. Ces effets sont mesurables en termes de variabilité de la fréquence cardiaque. La pratique consiste à synchroniser la respiration avec un rythme spécifique, généralement 6 cycles par minute. On inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes en maintenant une attention douce sur la région de la poitrine. Ce schéma stimule le nerf vague et stabilise le système nerveux autonome. L'attention portée au centre thoracique active les circuits associés à la régulation émotionnelle. En termes symboliques, on travaille l'axe d'intégration entre la retenue et la fluidité. Le corps apprend à soutenir l'intensité sans s'effondrer. Cet apprentissage ne dépend pas d'une croyance, mais d'une répétition physiologique. Les avantages comprennent une plus grande clarté cognitive, une réduction de la réactivité émotionnelle et une augmentation de la capacité de prise de décision. Des études montrent une amélioration de l'autorégulation, de l'empathie et de la résilience au stress. Ces effets reflètent une intégration pratique entre les principes traditionnellement associés au masculin et au féminin. Il ne s'agit pas d'équilibrer les idées, mais de réorganiser les fonctions internes. La pratique crée un terrain d'entente où direction et sensibilité coexistent. Cet état réduit le besoin de projection externe et de conflits symboliques. L'intégration commence dans le corps et s'étend au comportement. Appliquée de manière cohérente, cette approche réduit la tendance sociale à la polarisation. Les individus plus régulés émotionnellement participent à des structures collectives avec moins de besoin de domination ou de soumission. L'harmonie entre les principes internes se reflète dans des relations plus stables et plus productives. Au lieu de rechercher des solutions idéologiques abstraites, on travaille sur la base neurophysiologique du comportement. Cela réduit les effets secondaires, tels que la radicalisation et la simplification excessive. L'intégration devient une expérience vécue et non un discours. Le corps soutient ce que l'esprit tente de comprendre. Si vous le souhaitez, pour consolider cet engagement envers l'intégration et la responsabilité, il est utile d'enregistrer votre intention de manière simple et consciente. Une phrase courte peut servir d'ancrage symbolique et pratique. Écrire et répéter renforce les circuits d'action cohérentes. Laissez dans les commentaires la phrase « Je choisis l'intégration comme pratique, pas l'opposition ». Ce geste signale un engagement actif dans la résolution du problème. Il renforce également un espace collectif orienté vers la compréhension structurelle. Le commentaire est la première étape de cette intégration. En muita tradições, o feminino foi afastado não por ausência de valor, mas por excesso de potência atribuída. Esse afastamento produziu perdas para todos os envolvidos.
A crítica feminista, aqui, opera como ferramenta de leitura e não como acusação. Ela busca reintegrar o que foi separado por medo e controle. Do ponto de vista psicológico, a exclusão do feminino corresponde à repressão de funções ligadas à sensibilidade, ao vínculo e à transformação. Carl Jung descreveu esse processo como desequilíbrio entre anima e ânimos, gerando unilateralidade psíquica. Quando sociedades privilegiam apenas estruturas de controle, direção e contenção, perdem contato com processos de escuta e adaptação. O resultado é rigidez emocional e dificuldade de integração interna. A repressão simbólica do feminino retorna como sintoma coletivo. Ansiedade, violência e dissociação são expressões desse desequilíbrio. Integrar não é inverter papéis, mas restaurar circulação. Na espiritualidade taoísta, essa integração é um princípio central. Yin e Yang não são opostos em conflito, mas funções interdependentes em constante transformação. O Yin, associado ao feminino, não é passivo, mas receptivo e profundo. Ele permite que a energia circule sem ruptura. Quando o Yin é suprimido, o Yang se torna excessivo e destrutivo. Essa leitura ajuda a compreender por que sistemas espirituais que negaram o feminino acabaram se tornando rígidos. A harmonia não nasce da supremacia de um polo, mas da alternância entre ambos. O taoísmo oferece uma linguagem simples para essa complexidade. O budismo, por sua vez, contribui ao mostrar que o apego a identidades fixas gera sofrimento. Quando o feminino é reduzido à função ou símbolo, perde-se a percepção da impermanência e da interdependência. Muitas escolas budistas reconheceram ao longo do tempo que a iluminação não depende de gênero, mas de clareza e compaixão. A resistência inicial à prática feminina reflete condicionamentos culturais, não princípios espirituais universais. Reconhecer isso é parte do caminho de liberação. A prática espiritual madura inclui revisão constante de seus próprios limites. Essa revisão é ato de consciência, não de ruptura. Aplicar essas leituras à prática contemporânea significa deslocar o foco do debate abstrato para a experiência vivida. A integração do feminino ocorre quando práticas espirituais acolhem o corpo como espaço de escuta e não apenas de disciplina. Psicologicamente, isso fortalece a autorregulação e a empatia. Espiritualmente, amplia a capacidade de presença e discernimento. O feminino não precisa ser protegido nem exaltado, mas reconhecido como função essencial. Essa integração beneficia homens e mulheres, pois reorganiza padrões internos. O equilíbrio se manifesta como clareza, não como concessão. A abordagem passada não busca substituir uma hierarquia por outra, mas dissolver a necessidade de hierarquia rígida. Ao integrar sensibilidade e direção, cuidado e estrutura, cria-se um campo mais saudável de desenvolvimento humano. A espiritualidade deixa de ser espaço de exclusão e passa a ser laboratório de integração. Isso exige paciência e rigor conceitual. Mudanças profundas não se sustentam por slogans, elas se consolidam por práticas coerentes e compreensão histórica. Ao final, compreender essas dinâmicas permite avançar sem repetir os erros do passado. A exclusão feminina não foi acidente, mas resultado de escolhas estruturais baseadas no medo do descontrole. Superar esse legado exige integrar potência e contenção, sensibilidade e forma. Psicologia e espiritualidade convergem nesse ponto. Ambas indicam que a saúde emerge da integração funcional. Ao estudar esses temas com calma e profundidade, amplia-se a capacidade de transformação coletiva. O caminho não é confronto permanente, mas revisão consciente. Essa é a base de uma espiritualidade verdadeiramente inclusiva. Lorsque nous observons attentivement les anciens systèmes, une question silencieuse, commune au taoïsme, se pose. Que se passe-t-il lorsque nous essayons de contenir l'eau dans des récipients conçus uniquement pour le feu? Cette question ne cherche pas de réponse immédiate, mais souligne un décalage entre la forme et le flux. Tout au long de l'histoire,
De nombreuses pratiques spirituelles ont échoué non pas par manque de vérité, mais par crainte d'une puissance qu'elles ne savaient pas soutenir. Dans ce contexte, le féminin a été moins nié que redouté. La crainte ne naît pas de la faiblesse, mais de la force qui ne se laisse pas facilement contrôler. Comprendre cela change l'axe de la critique. Le regard se déplace de l'accusation vers la structure. En suivant cette analyse, il devient clair que l'exclusion n'est pas seulement une absence, mais le symptôme d'un système incomplet. Là où l'intégration fait défaut, la rigidité et la répétition apparaissent. L'histoire du yoga ancien en dit plus long sur la peur du déséquilibre que sur l'incapacité féminine. Cette reconnaissance offre un avantage silencieux au lecteur attentif, la possibilité de voir des schémas similaires dans le présent. Non pas comme une répétition historique, mais comme un écho structurel. La même impulsion qui excluait dans le passé réapparaît dans de nouveaux langages. Le percevoir est un premier geste de lucidité. La lucidité n'accuse pas, elle observe. Il y a un moment, dans la philosophie taoïste, où l'on comprend que le chemin ne se corrige pas en poussant, mais en ajustant le rythme. Ce qui a été dit jusqu'ici ne pointe pas vers une solution finale, mais vers un changement d'attitude interne. Au lieu de se demander qui doit entrer ou sortir, on se demande comment soutenir la coexistence des opposés. Ce changement est subtil, mais profond. Il transforme le conflit en apprentissage. Le bénéfice n'est pas une réponse toute faite, mais une capacité de lecture élargie. Lire le monde avec moins de précipitation est déjà une forme d'équilibre. Peut-être que l'épiphanie réside dans la prise de conscience que l'intégration n'est pas un événement historique, mais une pratique continue. Elle ne se produit pas d'un seul coup, ni ne se consolide en une génération. Elle exige l'écoute, le silence et la volonté de revoir ses certitudes. Le féminin et le masculin, en tant que principe, ne demandent pas la victoire, mais de l'espace. Quand l'un d'eux tente de dominer, les deux perdent. Quand ils dialoguent, quelque chose de nouveau émerge. Ce quelque chose n'a pas de nom fixe. Il se reconnaît à la sensation de cohérence interne. Le zen appelle cela « ne pas arriver ». Marcher, sans être obsédé par la fin. Regarder sans l'anxiété de définir. L'histoire ne se termine pas parce que la vie ne se termine pas. Toute conclusion rigide se transforme en une nouvelle limite. C'est pourquoi cette conclusion ne termine pas. Elle ne fait que suspendre. Suspendre, c'est permettre au contenu de continuer à opérer à des niveaux plus profonds. La véritable compréhension mûrit avec le temps et non dans l'impact immédiat. Le silence après la compréhension enseigne également. Si quelque chose ici a résonné, cette résonance mérite une attention particulière. Elle peut se manifester sous forme d'accord, de malaise ou de curiosité persistante. Enregistrer cette expérience, même brièvement, aide à la rendre consciente. Partager des expériences similaires élargit le champ de l'écoute collective. Chaque histoire ajoute une nuance au thème. Le dialogue, lorsqu'il est mené avec respect, approfondit davantage que le débat. L'échange soutient l'apprentissage. Le parcours proposé par ce canal suit ce même rythme. Il n'accélère pas les conclusions et n'offre pas de raccourcis faciles. Il invite à l'observation continue, à l'exploration silencieuse de soi et à l'écoute de ce qui bouge à l'intérieur. Suivre ce parcours est moins un acte d'adhésion qu'un geste de présence. Les commentaires et les témoignages font partie de ce cheminement partagé. Ce qui reste, ce n'est pas la réponse, mais la qualité de la question qui est posée.